punchlines, ces phrases chocs qui ont fait bouche durant la campagne qu'il a menée en faveur du Brexit. Une partie de l'argent que nous envoyons à Bruxelles sert à financer les corridas. Vous pensez que les contribuables britanniques doivent payer pour les corridas espagnoles? Et quand il venait frapper en cycliste débonnaire à la porte de son camarade d'Oxford, David Cameron, tout le monde comprenait qu'il escomptait bien un jour que cette porte devienne la sienne. Alors hier, il aurait dû apparaître en vainqueur souriant, successeur naturel de David Cameron, mais à la sortie de son domicile, le comité d'accueil était carrément hostile. Après les huées et les sifflets protégés par la police, l'ancien trublion a tenu un discours d'une inhabituelle gravité, comme s'il comprenait que la partie n'était peut-être pas encore gagnée. Ce vote ne signifie pas que le Royaume-Uni sera désormais moins uni. Et cela ne signifie pas non plus qu'il sera moins européen. Je veux spécialement rassurer les jeunes qui pourraient croire que cette décision coupera les ponts et nous mènera vers plus d'isolement. Ces derniers jours, les internautes et la presse ont exhumé cette interview qui date d'il y a 3 ans. Que voteriez-vous s'il y avait un référendum sur l'Europe? Je voterai pour rester dans le marché commun. Je veux en être, je veux que nous puissions commercer librement avec nos amis européens. Devenu anti-européen par calcul, Boris Johnson n'entrera peut-être pas si facilement au 10 Downing Street. Un correspondant et son parapluie. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, de nouvelles législatives ne sont pas nécessaires selon le système britannique pour désigner un nouveau Premier ministre, mais elles pourraient bien faire figure de référendum bis pour fixer le mandat du nouveau locataire du 10 Downing Street. Oui, Laurent, tout le monde a un très bien avis de tempête sur Westminster. Effectivement, techniquement, le Parti conservateur va tout simplement nommer un nouveau chef qui pourrait devenir mécaniquement le nouveau Premier ministre, à part le fait qu'il n'aura pas été élu directement par le peuple après des élections générales. Ça, c'est tout à fait possible. Le vrai problème, c'est le Parlement, l'Assemblée, en tout cas la Chambre des communes que vous voyez juste le dernier mois. 75% des députés britanniques, tous bords confondus, ont voté, ont appelé à rester dans l'Europe. Ils sont donc en décalage flagrant avec ce qu'ont décidé les électeurs britanniques. On voit mal comment il n'y aurait pas à terme de nouvelles élections. Au point même que certains députés imaginent aujourd'hui pouvoir contrecarrer, ça a été leur mot, les résultats de ce référendum qui n'est juridiquement pas contraignant, revenir sur ce référendum. Ça paraît évidemment politiquement inenvisageable. En tout cas, effectivement, il semble bien que les conséquences pour le Royaume-Uni ne soient pas forcément économiques comme on l'avait imaginé, mais bien des conséquences d'une implosion politique et territoriale également. Merci beaucoup Loïc. On va rester à Londres afin d'écouter ce que pensent de cette situation les Français qui vivent sur place. Sont-ils inquiets forcément avec ce choix du peuple britannique? Leur statut a changé. Reportage Tammy Stennet, Stéphanie Lee. Avant de passer la commande, des mots d'amour de ses clients anglais. C'est bien ce dont a besoin ce restaurateur français installé depuis 32 ans à Londres. Arrivé à l'âge de 21 ans, Thierry Boudlou a gravi les échelons un à un. De commis, il est devenu patron, toute sa vie est ici en Angleterre. Alors le Brexit, c'est un séisme pour lui. Et il a besoin d'en parler. Comme à cette tablée d'expatriés, installés eux aussi depuis plusieurs années à Londres. Je pense que dans le quartier, tout le monde est très nerveux et abasourdi. Moi je me sens, comme tout le monde, complètement désabusé et tout le monde est sonné. Avec toute cette importation, voilà, tout va augmenter, donc les prix vont augmenter. Voilà. Et il s'interroge aussi sur la venue des touristes. Le problème, c'est que si les touristes doivent avoir un visa pour venir à Londres, est-ce que les gens feront l'effort? Je ne sais pas. Plus de 300 000 Français vivent à Londres, qui est aussi surnommée la 6e ville de France. Un de leurs plaisirs, la balade à Hyde Park le week-end, à 2 pas de la résidence londonienne de Kate et William. Cette mère de famille est installée depuis 6 ans ici. Depuis l'annonce du Brexit, elle se demande tout simplement si cette vie-là est terminée. Il y avait pas de temps pour rentrer et l'idée c'était vraiment de continuer ici. C'est là qu'on a notre travail, c'est là que les enfants vont à l'école, c'est là qu'on vit et qu'on aime vivre. Autre interrogation, son travail. De mon côté, j'aurais aimé changer de travail, mais ça pose la question de savoir est-ce que les entreprises vont maintenant accepter d'embaucher des gens qui viennent de pays européens. Avant, c'était hyper facile. Un peu plus loin, ce groupe d'étudiants se pose lui aussi beaucoup de questions.
Jusqu'à présent, faire ses études à Londres était un rêve pour les Français. Pour moi, personnellement, je me suis un peu inquiétée au niveau du prix de mon parcours universitaire. Comment ça va changer, ça va probablement augmenter pas mal. Aussi, au quotidien, apparemment, tous les produits qui viennent d'autres pays d'Europe sont probablement plus chers aussi, alors que la vie à Londres est déjà assez chère comme ça. Depuis hier, les Français de Londres se posent des questions très concrètes sur la pérennité de leur travail ici, sur le coût de la vie, sur les retraites aussi, où des équivalences avec la France existaient jusqu'à présent. Autant de questions que ces expatriés vont se poser encore pendant de longs mois. Et sachez que l'Écosse, qui avait voté à plus de 60% contre le Brexit, souhaite aujourd'hui, par la voix de son Premier ministre, organiser très vite un nouveau référendum qui proclamerait son indépendance et qui lui permettrait de rester dans l'Union européenne. Interrogation en Grande-Bretagne et volonté d'afficher politiquement une forme de fermeté côté européen. Je vous le disais, la France a déjà réclamé qu'un nouveau Premier ministre soit désigné rapidement. C'est à Berlin que les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se sont réunis. Ils ont également affirmé que Londres devait désormais engager très vite les réformes. L'heure de l'analyse. Étienne Lénart, on a envie d'en savoir un peu plus sur la stratégie européenne face à ce Brexit. Cette sortie de l'Europe doit-elle se faire vite, très vite, ou plutôt sereinement? Écoutez, Laurent, les Européens, même si Angela Merkel a déjà mis un bémol aujourd'hui, affichent plutôt la volonté d'aller vite et d'aller fort. Un négociateur pour le Brexit a déjà été nommé aujourd'hui, c'est un diplomate belge, et puis comme c'est la Grande-Bretagne qui doit prendre l'initiative d'une demande de sortie, eh bien l'Europe dit à David Cameron, n'attendez pas s'il vous plaît le mois d'octobre pour vous faire remplacer par celui ou par celle qui deviendrait le Premier ministre du Brexit. Alors pourquoi aller vite? D'abord pour ne pas donner l'image, une fois de plus j'allais dire, d'une Europe paralysée, impuissante, et ensuite pour que d'autres pays, sous la pression de leur opinion publique, ne s'engouffrent pas dans cette tentation du référendum. On peut malgré tout envisager un calendrier. Apparemment vous allez me répondre que non. C'est incroyablement complexe. Un seul exemple, par exemple. Le transport aérien. Dans un Royaume-Uni potentiellement en dehors du marché unique européen, la fameuse compagnie aérienne low cost qui est basée en Grande-Bretagne et qui veut ouvrir une ligne Newcastle-Carcassonne à prix cassé, eh bien pour elle ça devient impossible. Alors tout ça s'organise, ça se négocie. Il y a comme ça, Laurent, 80 000 pages. 80 000 pages d'accords commerciaux, de textes de loi qu'il va falloir potentiellement détricoter. Durée estimée du détricotage, une petite dizaine d'années. Merci. C'est à Paris, parallèlement, François Hollande a reçu les différents dirigeants de la classe politique française. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct du Palais de l'Élysée. Maryse, outre le dossier de Brexit, le président de la République a accueilli également aujourd'hui un certain nombre de candidats à sa succession. Oui, Laurent, certains des leaders politiques reçus aujourd'hui sont ou envisagent d'être candidats à l'élection présidentielle. Cette cour de l'Élysée est donc devenue une sorte de vaste tribune, chacun y préconisant sa solution pour sortir de cette crise et personne n'étant vraiment d'accord. Nicolas Sarkozy propose par exemple un nouveau traité pour préserver les frontières de l'Europe. Quant à Marine Le Pen, elle préconise un référendum en France pour sortir de l'Union européenne. Quant à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il s'est dit consterné après son entrevue avec François Hollande qui, selon lui, ne proposerait que du bricolage. François Hollande qui affiche ce soir une priorité réglée au plus vite, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et c'est précisément ce dont il est en train de parler ce soir avec Matteo Renzi, puisque le chef du gouvernement italien dîne ici ce soir à l'Élysée. Merci Maryse. Observons maintenant l'une des conséquences potentielles de ce Brexit. Direction Calais. Question simple, la frontière franco-britannique va-t-elle changer? Ici, c'est la question des milliers de réfugiés qui apparaît. Le président de la région, Xavier Bertrand, a déjà fait savoir qu'il souhaitait renégocier les accords existants. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Des postes de contrôle à la fois français et anglais, bienvenue à la frontière britannique, en plein cœur du port de Calais. Alors là, vous êtes juste à l'emplacement des contrôles des voitures, des touristes, et vous avez juste derrière nous le contrôle des passeports par les Britanniques. Ce qui veut dire que si la frontière est replacée en Angleterre, ces contrôles se feront en Angleterre. Nous nous contenterons de faire comme aujourd'hui les contrôles